Hello les amis, et ce soir je suis heureux de recevoir mon ami Alexis Cossette. Salut Alexis. Salut Sylvano, ça va bien? Oh oui, ça va. Ça fait longtemps qu'on devait la faire cette Ça émission. fait, ça fait 2 ans qu'on s'était échangé les courriels et puis on avait dit on allait peut-être se faire quelque chose et puis ben voilà, on y est. À la fin 2020, c'est le bon moment. Ah ouais, parce que cette année 2020 justement, elle était exceptionnelle. Hein. Si je t'avais C'était raconté, mémorable. C'est un très bon cru. hein, si je Un t'avais bon raconté, cru pour l'analyse, hein? si je t'avais raconté cette année-là au 31/12/2019, tu m'aurais traité de fou. Ouais. Hein. C'est ça. C'est ce qu'on entend. On n'aurait jamais cru que autant de choses, je veux dire, allaient devenir possibles, des choses qu'on n'aurait pas pu imaginer allaient se matérialiser. C'est ça un peu cette année, hein, c'est que tout ce qui était de l'anticipation s'est en fait matérialisé. C'est comme s'il y a eu une accélération de la ligne du temps, si tu me permets. Là. Les choses qu'on avait prévues pour l'avenir et qu'on n'avait même pas anticipées se sont matérialisées en l'espace de quelques mois. C'est ça. Les théories que l'on appelait les théories du complot par les complotistes un peu fous se sont matérialisées sous nos yeux ébahis. Exactement, exactement. Alors raconte-nous un petit peu quelques nouvelles de ton pays, le Canada et le Québec en particulier. Ça doit ressembler à ce qu'on voit en France, c'est-à-dire qu'on s'est rendu compte que notre gouvernement ne nous représentait plus. Hein? Ça, c'est un des grands constats de 2020. Les gouvernements nationaux ne représentent plus les peuples qui les élisent. Ils représentent des intérêts technocratiques internationaux. Ils obéissent à je veux dire, à des injonctions, panel d'experts, je veux dire, au cartel bancaire en filigrane. On a l'impression, on comprend que le cartel bancaire est derrière tout ça. Mais oui, c'est ça, un gouvernement qui, ici au Québec, qui fait abstraction de toute logique, c'est-à-dire que, et surtout dans la communication, c'est-à-dire qu'il va dire, par exemple, que les manifestations ne sont pas des lieux d'éclosion de la COVID, et puis la semaine après, il va les interdire, va dire que les restaurants, les gyms, hein, les gymnases ne sont pas des lieux, ne sont pas dangereux, ne sont pas à risque, et la semaine d'après, va les interdire, c'est-à-dire que il y a comme une espèce de stratégie du choc, comme j'ai expliqué dans une des vidéos. Il nous dit, il fait exactement le contraire de ce qu'il dit. Il prend les mesures exactement à l'opposé de la logique de ses interventions en communication. Alors, la population est un peu ébahie, ne sait plus sur quel pied danser. Et voilà, c'est pour ça qu'on parle, je pense, un peu partout, et au Québec et en France, d'une augmentation des problèmes de santé mentale. C'est non seulement que les gens sont confinés, on a coupé toutes les activités sociales, tout ce qui procure du plaisir, c'est-à-dire même aller jouer au hockey à l'extérieur sur des patinoires publiques, c'est interdit. C'est-à-dire tout ce qui procure du plaisir est maintenant interdit. C'est l'austérité sociale absolue. Donc ça cause des problèmes de santé mentale, mais il y a aussi le fait qu'on se rend compte qu'il n'y a pas de cohérence dans le message du gouvernement. On n'a pas l'impression qu'il y a quelqu'un aux commandes. En fait, on sait que c'est une stratégie, mais il y a cette impression-là que tout est sens dessus-dessous. Ça doit être Oui, la même chose en France. bien sûr, c'est voulu. Hein, on est vraiment dans le livre de Naomi Klein, La théorie du choc. Hein, c'est C'est blanc, ça. noir, froid, chaud, et les gens au milieu qui n'ont pas la chance de faire des recherches et de s'intéresser sont effectivement choqués et au bout d'un moment ne savent plus quoi penser. Donc ils deviennent, comme le disait Louis Fouché, hypnotisés, quasiment hypnotisés. Hypnotisé, Ils c'est sont ça. perdus. Et tu parles effectivement de mesures complètement euh, abracadabrantesques, hein, comme par exemple les salles de gym. Des études montrent que c'est justement là où il y a le moins de contamination, que les stations-service, c'est un lieu hautement contaminant parce qu'on prend le pistolet, on utilise sa carte bancaire, ce Covid, il est manuporté, et on ferme les salles de gym, quoi, en dépit de tout bon sens. Et quand tu parles des suicides, effectivement, puisque même, et justement de ce cartel bancaire, on va l'appeler l'État profond, parce qu'il y a le cartel bancaire, il y a les big pharma, Oui. les Les grosses, big tech, etc. Ouais. ce que décrit très bien l'avocat allemand qui porte plainte contre eux, Rainer Fulmich, qui a déjà à son actif des plaintes contre Kuhlenagel, Volkswagen, la Deutsche Bank, qu'il décrit lui-même comme la société la plus corrompue au monde. Hein, tu te rends compte un peu ce que dit un avocat allemand. Et donc, on en est avec, par exemple, en juin, plus de tentatives de suicide
que toute une année complète. Parce que Ah, c'est ça. les gens, tu sais, les gens qui avaient l'habitude, le type qui est célibataire ou la fille qui est célibataire, qui avait l'habitude d'aller au bar, dans sa salle de Ouais, sport, voir ses amis, elle n'a ouais. plus rien. C'est Aristote qui disait l'humain est un animal social. Et là, on nous coupe de notre humanité. Donc, pas juste ça, c'est qu'on nous coupe, il y a une coupure des générations. On nous coupe d'avec nos parents. Tu sais, on n'a plus le droit d'aller les visiter, etc. En EHPAD, on dit en France, en CHSLD, on dit au Québec. Et là, maintenant, c'est les enfants. C'est-à-dire que notre ministre de la Santé nous a dit durant le temps des fêtes, premièrement, il interdit les rassemblements, mais si vous devez in extremis rencontrer vos enfants, rencontrez-les seulement un à la fois. Alors, tu comprends, il y a cette volonté exprimée depuis longtemps chez les mondialistes là, de couper les générations, c'est-à-dire la filiation, la continuité temporelle de la famille, de la continuité historique des nations. Ils sont en train de couper ça. Il y a un livre de Arthur C. Clarke qui s'appelle Childhood's End en français. Et c'est exactement ça, c'est-à-dire que c'est la coupure entre les parents avec leurs enfants, c'est-à-dire que pour arriver à un monde nouveau, à un moment donné, un homme nouveau, un monde nouveau, il faut opérer cette rupture dans la continuité historique, dans la culture, les traditions, etc. Et c'est ce qu'ils sont en train de faire devant nos yeux. En plus, ils ne s'en cachent pas, ils le disent, hein, ils l'écrivent, ils le disent. C'est ça. Vraiment couper l'affiliation. Et on a vu ça quasiment, pas tous, heureusement, mais dans tous les pays du monde, quoi. C'est-à-dire qu'ils prennent exactement les mêmes mesures idiotes au même moment. Mais le truc, c'est que c'est seulement crédible si tout le monde le fait. C'est-à-dire que si un pays, on l'a vu avec la Suède, c'est que si un pays déroge, là, tout le monde se pose des questions. Alors, c'est important que tous les pays le fassent pour que ce soit crédible. Mais le problème de ça, c'est que ça montre que les pays ne sont pas souverains et ne sont pas capables de prendre des mesures spécifiques à leur population, à leur réalité géopolitique ou géosanitaire, pourrait-on dire. Étant donné que tous les pays, en tout cas un grand nombre de pays prennent des mesures similaires, identiques, on en déduit que tout ça découle d'une source, je veux dire, au-dessus des nations. Et donc c'est ça, on se rend compte, ça c'est une autre des révélations de 2020, que la souveraineté nationale n'était qu'illusion. Elle était en voie de disparition, tu sais, avec l'ouverture des frontières, les échanges commerciaux, l'immigration de masse, etc., toute la question du climat. Mais là, en 2020, c'est vraiment devenu apparent. Les gouvernements ne contrôlent plus, ne sont plus aux commandes. Ce sont des pilotes automatiques. On est sur le pilote automatique. Les décisions sont prises à la tour de contrôle et on applique ici comme je veux dire, ce sont comme des gouvernements régionaux là, d'une instance mondiale qui impose ses politiques, ses vues sur l'ensemble de la planète. Alors, chose extraordinaire, tout ça est issu d'un virus. Aujourd'hui, la létalité de ce virus, c'est de 0,14%. C'est l'OMS qui le dit. C'est vraiment pouillème, c'est infinitésimal, c'est comme une grippe. On a vu des choses incroyables. Les autres maladies disparaître complètement au profit du Covid. Le Covid, il a peur, il a éradiqué la grippe, il a éradiqué la pneumonie. Oui, Et donc, tu as les médecins de plateau télé qui sont payés par Big Pharma qui viennent nous expliquer « Ah mais oui, mais il n'y a plus de bronchiolite, il n'y a plus de gastro, il n'y a plus de grippe, c'est grâce aux gestes barrières. » Et c'est ça. aucun journaliste n'ose poser la question « Mais alors, pourquoi ces gestes barrières ne sont pas efficaces contre le Covid ?» C'est Ça, ça. c'est une grande question. Et ça m'amène à une question, c'est-à-dire que nous, au Québec, on regarde ce qui se passe en France sur les plateaux. Tu parles des spécialistes de Big Pharma qui viennent parler sur les plateaux, mais il y a aussi un ensemble de professeurs, d'experts en infectiologie, des virologues de renommée internationale qui interviennent sur les plateaux. Et là, on a souvent, on a les deux côtés de l'histoire en France. Ici, au Québec, c'est unanime. Hein. Il y a seulement une version à tout ça. On n'invite jamais aucun contradicteur sur les plateaux de télévision. Et là, ça nous amène à se poser la question ici au Québec, comment ça se fait que les gens en France ne sortent pas plus dans la rue alors que la mascarade du COVID
a été, je veux dire, a été révélé. Je veux dire, à partir du moment où est-ce que les chiffres sont sortis, où est-ce que des journalistes, moi, on a vu des clips de Pujada, David Pujada, qui admet que c'est finalement comme une grippe, hein, l'Institut Pasteur qui disait que c'était comme une grippe, etc. On a des professeurs Toussaint, Raoult, Perron, etc., qui interviennent sur les plateaux, qui démontent systématiquement l'arnaque de la COVID et le peuple reste C'est un grand mystère parce qu'effectivement, je suis aussi d'autres pays, notamment l'Italie qui m'est proche. Il n'y a pas cette puissance, il n'y a pas ces grands professeurs comme il y a en France. Il n'y a Ouais. pas cette. Ils ne passent pas sur les plateaux télé aux heures de grandes écoutes. Et malgré ça, on a vu que le français restait sagement. Le français est sorti dans la rue à partir du moment où il y a eu les lois contre les libertés, hein, et non pas contre le confinement, contre le Covid. Pourquoi? Parce que d'abord, en février, mars, avril, quand il y a eu ce premier confinement, les gens avaient peur parce qu'ils ne savaient pas du tout, hein, ce que c'était ce Covid. Il y avait des images horribles qui venaient de la Chine. On voyait les gens tomber tout seuls dans la rue. Les gens, ils s'attendaient à un drame. Ensuite, le français, ici en France, c'est l'État qui domine. Et donc, les salariés étaient payés pour rester à la maison. Tu vois, donc, ils touchaient Oui, leur salaire et restaient à la maison. On leur a mis les Netflix, les Canal+, gratuits, avec tous ah oui. les films X gratuits. Tout est open. Et donc, ils étaient contents finalement, payés, rester à la maison. Alors certes, ils ne pouvaient pas aller au resto, ils ne pouvaient plus aller en discothèque. Ensuite, il y a eu la fin du confinement. Et là, ils sont partis en vacances, tout allait bien. Et ensuite, il y a eu ce deuxième confinement. Et comme ces médecins professionnels avaient dit, dans la plupart des cas, il n'y aura certainement pas de seconde vague, et qu'eux ont fabriqué de toutes pièces cette seconde vague grâce Ouais, à des tests faux et positifs, exact. là, ils ont eu un doute. Ils se sont dit, mince, alors ils n'avaient peut-être pas raison. Ils n'ont pas compris que c'était des faux cas positifs. On faisait passer des gens qui étaient testés positifs à un test comme étant malades, alors que c'est complètement faux. Exact. Sauf que ce que je dis, c'est que le professeur Toussaint, le professeur Toubiana ont démonté complètement cette histoire-là de test à la télévision. Et on dirait qu'il n'y a personne qui prend acte de ça en France. Nous autres, on a passé les clips ici et les gens sont sortis dans la rue beaucoup au Québec. Alors qu'en France, on n'a rien vu là-dedans. On dirait qu'il n'y a personne qui dénonce l'arnaque, Eh ben, oui, parce que à là part aussi, toi et quelques-uns. ouais, on est de plus en plus, fort heureusement, mais parce qu'ils se sont aussi fait démonter d'une violence incroyable. Le Oui, professeur oui. Koubiana a reçu des menaces, le professeur Perron a eu des menaces de mort, le professeur Raoult a eu des menaces de mort immédiatement. Et tu vois, c'est pas suivi des faits. On n'a pas encore attrapé le coupable, alors que c'est extrêmement simple, hein, parce que c'est des menaces quand même téléphoniques. On n'a pas démontré au peuple qui se cachait derrière ces menaces. Je pense que Raoul te dit que Gilead était derrière. Hein? Il y a un témoignage devant le Congrès. Il Oui, avait parce dit, je qu'en pense fait, ça qu'il avait vient. reçu des menaces et que c'était une personne qui était payée par Gilead et tout ça. Donc, c'est un peu, en tout cas, Eh Big ben, Pharma derrière tout ça. ouais, on sait que ça vient de l'hôpital de Nantes. Et l'hôpital de Nantes, il y a un professeur là-bas qui a reçu, je crois, l'année dernière, 500 000 euros de Gilead. Et donc, on suppute que ça vient de cette personne-là, mais c'est très facile, hein, un policier, de trouver qui et comment et déjà l'avoir condamné. Tu vois, quand tu vois que chez nous, le parquet a été saisi pour des vêtements, des costumes achetés par François Fillon, et ça a Oui, été oui, oui. fait en 3 jours. Et là, quelqu'un est menacé de mort, et 10 mois plus tard, on n'a toujours rien. Exact. Donc ça veut dire que tu vois, l'état profond est vraiment très profond. Et par contre, on ne s'attendait pas, je pense, ni toi ni moi, à cette ramification internationale dans toutes les parties de cet état profond. Et dis-moi, Macron, nous autres ici au Québec, on a de la misère à saisir un peu le rôle de Macron dans tout ça. Des fois, il a l'air de retenir ses ministres, hein, ses ministres de la Santé qui veulent des fois imposer plus de mesures, des mesures plus draconiennes. Lui, il dit non, non, etc. Il dit finalement il semble jouer le jeu, en tout cas, selon ma perspective, jouer le jeu de Trump un peu. Quand Pompeo se retrouve en France, il revient sur sa déclaration à l'effet que Biden était le nouveau président, donc il tempère. Il dit qu'il ne se représentera pas. Où est-ce que tu le situes, Macron? C'est effectivement une marionnette, mais est-ce qu'il y a libre arbitre? Est-ce qu'il est corrompu jusqu'à la moelle? Je pense que c'est quelqu'un qui essaye de se protéger, qui n'est pas sûr de quel camp va gagner, si c'est le camp de Ah, Trump ou si c'est l'autre camp.
Donc, c'est il ça. ménage la chèvre, le chou. Il ménage la Après, chèvre il et le va chou. pouvoir dire, ah ben non, finalement, je ne suis pas aussi méchant que ça. Mais c'est quelqu'un qui est profondément joueur. Quand on l'a vu aller visiter l'IEHU de Marseille, le C'est professeur ça. Perrode, moi j'avais dit aux gens, attention, n'applaudissez pas, hein, c'est juste pour dire j'ai été le voir, hein, parce qu'après il a C'est dit que ça. lui ne prendrait pas de l'hydroxychloroquine s'il était malade. Ah, il est malade, là j'aimerais bien savoir ce qu'il prend, s'il prend du paracétamol, ça m'étonnerait fort. En général, quand on est malade, quand on a la grippe, on prend quelques aspirines, de la soupe au poulet et c'est tout. Et on a aussi vu quand même le rôle prépondérant maintenant de la vitamine D, de la vitamine C, du zinc, mais surtout de la vitamine D, où là, aujourd'hui, encore 120 chercheurs mondiaux ont écrit une lettre à tous les gouvernements pour dire l'importance de la vitamine D, parce que tu vois, on a les quelques autopsies qu'on a fait à des gens qui étaient morts réellement du Covid, on avait vu qu'il n'y avait plus de traces de vitamine C, plus de traces de vitamine D, mais ça, la vitamine D, ça ne coûte pas assez cher, quoi. C'est ça. C'est pas assez payant. Non, on veut le vaccin à ARN. Et puis surtout, on a toute cette panoplie de médicaments, de vieux médicaments qui sont là depuis des années et des années, qui donnent des résultats extraordinaires, comme l'ivermectine. Aujourd'hui, l'ivermectine associé à l'hydroxychloroquine et associé à l'azithromycine, tu te rends compte, ça donne 100%, 100% de guérison. Mais tout le monde s'en fiche, tout le monde s'en fiche. Oui, c'est ça, c'est politique. On sait que c'est politique. La COVID, c'est ce que j'ai dit, on s'est rendu compte au cours de cette année que les mesures sanitaires qui étaient prises n'étaient absolument pas en lien avec la dangerosité du virus. Et donc, que tout ça reposait sur une volonté politique de contrôle, hein, le contrôle social par la peur. Et là, on a eu justement le motif, en tout cas à la fin du mois de septembre, début du mois d'octobre, ils ont parlé du grand reset. Tu vois, c'est cette volonté de nous amener vers un monde où la propriété privée n'existerait plus, où l'ensemble de nos vies serait régi du berceau jusqu'au cercueil. On nous donnerait une allocation en énergie et tout ça. Donc, la technocratie absolue. Évidemment, ça, c'est l'agenda 2030, mais sur les stéroïdes. Et les populations mondiales, évidemment, n'auraient, en tout cas européennes, n'auraient jamais accepté ça naturellement. Et donc, ça prenait un événement comme une pandémie ou cette fausse pandémie et la peur qu'elle génère afin de faire accepter des mesures liberticides et de contrôle social comme celle-là aux populations. Alors, pendant toute l'année, les gens, pour moi, quand je me promenais sur la rue, je parlais aux gens, les gens me disaient, mais pourquoi est-ce que les gouvernements feraient ça? Pourquoi est-ce que les gouvernements gonfleraient les chiffres? Pourquoi ils nous maintiendraient dans le confinement et le contrôle social, etc.? Et là, j'avais de la misère. Je disais, oui, il y a des objectifs politiques, ils veulent faire passer des dossiers. Il y a le dossier de l'identité numérique à l'ISEM que vous avez en France, l'identité numérique. Au Québec, c'est la même chose. Donc, partout en Occident, les pays qui confinent et qui gèrent cette pandémie, il y a tout le dossier de l'identité numérique que les gens n'accepteraient pas. C'est tellement liberticide, c'est tellement un danger pour la vie privée et tout. Les personnes n'accepteraient ça. Les débats ne produirait pas le consensus nécessaire à aller de l'avant avec ces mesures. Et donc, ça prend la peur pour faire passer le dossier de l'identité numérique et des mesures comme justement le grand reset, et tout va dans ce sens-là. C'est-à-dire que pourquoi est-ce qu'on fermerait complètement tous les magasins durant la période des fêtes, etc., alors que plusieurs des entrepreneurs, je veux dire, leurs finances tiennent à une corde, à un fil. Ils sont sur le point de faire faillite. Et là, on les ferme durant la période la plus achalandée de l'année, hein, la période la plus occupée de l'année. Euh, Pourquoi faire ça si ce n'est pour provoquer l'effondrement nécessaire au grand reset? Tu vois, ils prennent toutes les mesures qu'ils ont prises vont dans le sens de la destruction économique de la classe moyenne. Hein, je veux dire, et de faire en sorte que les gens soient dépendants du gouvernement, que les gens ne soient plus autonomes économiquement. Moi, quand je fais des émissions au mois d'avril avec Valérie Bugot, où on expliquait ça, l'effondrement de la classe moyenne, la mise en place du revenu universel, hein, ça Voilà. s'appelle comme ça en France, les gens nous traitaient de complotistes fous, quoi. Et c'est exactement ce qui se passe. Et maintenant, ils ne s'en Exact. cachent même plus, puisque le livre du grand maître à penser, Klaus Schwab,
Covid-19, le grand reset, c'est écrit. Je veux dire, c'est ça qui est étonnant, c'est que c'est écrit. Noir Et sur le blanc. numéro un des ventes sur Amazon, tu imagines. Il est déjà traduit en anglais, il est en anglais, mais il a déjà été traduit en français pour que l'on comprenne bien. Ils s'en cachent même plus. On ne pourra même pas leur dire, mais vous nous avez caché ça. Il dit, mais attends, non, c'était sur Amazon, tu C'est pouvais ça. l'acheter. T'imagines? Et Ouais. comment expliquer que l'on autorise des gens à s'amasser, tu sais, dans les métros parisiens, ils sont, t'es là, t'es à 30 centimètres, et à dire que là, il n'y a aucune contagion, alors qu'on nous interdit d'aller à la montagne, à l'air pur, au Ouais. ski, t'imagines? Ouais, Comment ouais. on peut expliquer qu'on autorise des gens à s'entasser dans des hypermarchés, en veux-tu, en voilà, et que l'on ferme des petites boutiques? C'est ça. Qui peut le comprendre, ça? C'est ça. Il y a pas de logique à ces mesures-là, en fait. Tu sais, c'est ça, ça revient encore une fois à la stratégie du choc, c'est-à-dire que nous, notre responsable de la santé publique, en fait, a dit à quelque part au mois de septembre que, afin de faire la façon de calculer si une région allait passer du vert au orange au rouge là, dans les niveaux de dangerosité du virus, ce n'était plus le nombre de cas ou les hospitalisations. Il allait calculer le niveau de conformité de la population aux mesures. Alors, il y a quelque chose de psychologique là-dedans. Si vous vous soumettez, si vous ne vous soumettez pas, on va vous passer en rouge. Ce qui est bien là-dedans, c'est qu'ils ils sont pas très subtils et tout ça devient apparent. Et j'ai l'impression avec le temps, de plus en plus de gens se posent des questions. Il y a plusieurs personnes qui se sont réveillées, en fait, au début de la crise, mars-avril, qui ont commencé à écouter tes vidéos, mes vidéos, qui se sont posés des questions. Et ça a fait je veux dire, on a eu des gains ici. Après ça, quand ils ont imposé le masque au Québec à la fin juillet, dans les commerces et tout ça, les gens se disaient, on est en plein été, qu'est-ce que ça n'a absolument aucun sens, le virus ne circule pas. Alors ça a réveillé d'autres personnes, puisque des personnes qui étaient sur la clôture, qui étaient à cheval entre deux positions, eh bien là, se faisaient imposer quelque chose. Et là, ils n'étaient pas contents, devaient prendre position, ils devenaient par conséquent plus réceptifs aux arguments des autres. Et c'est comme ça qu'on avance, c'est-à-dire que plus ils serrent la vis, plus ils s'introduisent dans la vie des gens, plus les gens réagissent et se posent des questions et sont réceptifs aux arguments qu'on met de l'avant. Alors ça, c'est le bon point. En notant que le pays où tout est parti, entre guillemets, hein, parce que je ne suis pas sûr que tout est parti de là-bas, mais en Chine, on vit normalement, quoi, hein. Les discothèques sont Exactement ça. ouvertes, les jeunes s'amusent, et Tu as il n'y vu a les, pas eu de deuxième, troisième, quatrième vague, parce que je ne sais pas combien de tu as vagues. vu les images, tu as vu les images à Wuhan, le party dans la piscine? C'est impressionnant. Bon, j'irai pas, mais c'est Ah, impressionnant comment les gens peuvent encore croire ça. Le deuxième pays qui a été le plus rapidement touché, c'est la Corée du Sud, hein. La Corée du Sud qui a adopté ce que Didier Raoult disait. Or, quand Didier Raoult disait qu'il fallait tester, traiter, isoler la personne, hein, s'il le faut, pour pas qu'elle contamine les autres, on l'a traité de fada, de fou, hein. Or, la Corée du Sud, avec une population de 51 millions d'habitants, c'est-à-dire un peu moins que la France, mais quand même plus dense que la France, a eu au total, alors que ça a été le deuxième pays le plus rapidement touché après la Chine, de 700 morts. T'imagines? mais oui, c'est ça. 700 morts. Avec donc, ça fait 14 morts par million d'habitants. C'est ça. T'imagines? Et c'est les mêmes taux que Le Japon, c'est dans ces eaux-là aussi. C'est sûr, 800-900 Japon. morts. Et tous les pays où il y a du paludisme, où les gens prennent des antipaludiens du style chloroquine, il n'y a rien. Tu prends l'Afrique, 1,5 milliard d'habitants, et ben, la moitié des cas, voire les trois quarts des cas, c'est en Afrique du Sud, le seul pays de l'État profond africain, où l'hydroxychloroquine est interdite. Et en moyenne, l'Afrique, c'est 10, 15 000 cas par jour, c'est-à-dire moins de cas qu'en la France dans sa totalité. Pourquoi? Parce qu'eux, ils ne trichent pas. Moi, j'ai des amis qui ont été en Afrique, ils ont demandé s'il fallait faire des tests avant de partir. Je dis non, non, pas les tests français, ça ne sert à rien, on sait ce que vous faites. Une papaye, comme le disait le président Ouais. tanzanien, est positive chez vous, ça ne nous intéresse pas. En fait, c'est cette différence entre les résultats d'un pays à l'autre, on la retrouve au sein des États-Unis. Aux États-Unis, les États, souvent les États où il y a des gouverneurs républicains, c'est des États où est-ce qu'il n'y a presque pas de morts,
je veux dire, de taux d'infection, alors que dans les États démocrates, c'est là où est-ce qu'on voit je veux dire, 80-90% des morts aux États-Unis. C'est-à-dire qu'il y a une volonté, il y a comme une volonté. On dirait que le virus, la dangerosité du virus varie en fonction de je veux dire, l'affiliation politique des États. Euh, il y a nécessairement un facteur humain là-dedans. Et on sait ce qui se passe, hein, c'est-à-dire que les États démocrates veulent faire mal au président Trump, donc vont faire comme ce qu'on fait ici au Québec et ce que vous faites en France, c'est-à-dire qu'ils vont classer tous les morts dans la catégorie COVID. Dès qu'il y a un test positif, que ce soit un cancer, un AVC, etc., dès qu'une personne teste positive, quelle que soit la cause de la mort, elle va rentrer dans les chiffres COVID. Et ça fait monter les chiffres. Évidemment, si on opérait exactement de cette façon-là avec la grippe, on aurait une pandémie de grippe à chaque année, les chiffres seraient gonflés, etc. Mais on ne le fait pas. Mais on le fait avec le COVID, mais on ne le fait pas avec la grippe. Les gens ne comprennent pas ça. Ils ne comprennent pas qu'il y a deux façons de compter. Une façon de compter pour la grippe, une façon de compter COVID. Et que si on comptait le COVID comme la grippe, il n'y en aurait pas de pandémie. Il y aurait 10 fois moins de morts répertoriés. Sauf que maintenant, on s'approche de la fin de l'année et on aura les statistiques de surmortalité. Et là, je ne sais pas comment ils vont réussir à expliquer, parce que tu sais, tu peux tricher, hein. Tu peux prendre un mort de la pneumonie, tu peux le mettre en Covid, tu peux prendre un mort du cancer, tu peux le mettre en Covid. Mais s'il y a vraiment une pandémie, comme ils nous le racontent depuis 10 mois à tous les médias du monde, bah, à la fin de l'année, on va la voir sur les chiffres, cette pandémie. Ça, c'est vrai, mais il est possible aussi qu'il y ait eu une surmortalité parce qu'ils ont tellement joué dans les services de santé, c'est-à-dire qu'ils ont coupé plein de soins, ils ont coupé des cliniques, je veux dire, ils ont reporté des chirurgies, des dépistages du cancer. Au Québec, ils ont coupé l'aide au suicide. Hein, les lignes téléphoniques d'aide au suicide, ils ont coupé ça en plein milieu de la pandémie. Il y a eu des directives de cesser toutes les réanimations cardio-respiratoires. Peux-tu imaginer ça? Combien de personnes sont mortes simplement parce qu'on avait les ambulanciers n'avaient plus le droit de faire, je veux dire, donner les soins, la réanimation cardio-respiratoire. Alors, c'est possible qu'il y ait plus de morts, mais ce n'est pas des morts qui ont été générées par le COVID. C'est vrai, parce qu'en Italie, il y a eu 3 fois plus de morts de crise cardiaque pendant les mois de confinement. Et de toute façon, là, moi, j'en suis rendu là, c'est que de toute façon, même s'il y avait une sous-mortalité en 2020, toutes causes de décès confondus, les gouvernements n'écoutent plus les chiffres. On n'est plus dans la logique médicale, c'est-à-dire qu'ils font ce qu'ils veulent. Comme je te disais tout à l'heure en début d'entrevue, ils disent que les restaurants ne sont pas des lieux d'éclosion et ils les ferment quand même. Il n'y a plus de logique dans l'action gouvernementale. Ils tiennent une partie de la population captive, ils n'écoutent plus le reste, n'écoutent plus les experts. Nous, nos représentants de la santé publique ici, on dit à plusieurs reprises qu'ils ne s'étaient même pas fiés sur la santé publique quand ils ont décidé de fermer les restaurants. Donc, ils n'écoutent plus la science. On a l'Institut national de la santé publique du Québec qui a montré que les masques il n'y avait aucune preuve de l'efficacité des masques, 97% de causes de comorbidité dans les décès COVID. Le gouvernement n'écoute plus la science. Alors, on est essentiellement dans le politique et donc que même si ça ne sert plus à rien de donner des statistiques, des chiffres, etc., de montrer que c'est juste une grippe, de montrer que ce n'est pas dangereux, les gouvernements ont une directive politique, ont un impératif politique, un plan politique et les gens suivent. Les gens qui suivent les médias suivent le gouvernement. Et là, on est dans une rupture. Il y a une rupture épistémologique présentement entre les gens qui font des recherches sur Internet et les gens qui se font gaver par les médias, un peu comme à l'époque du Moyen Âge. Hein. À l'époque du Moyen Âge, il y avait ceux qui pouvaient lire le latin et il y avait des gens qui ne savaient pas lire et il y avait comme un fossé épistémologique entre les deux. Il y avait l'accès à la connaissance passait par la connaissance du latin. Et on vit un peu le même genre de clivage épistémologique présentement entre les gens qui font des recherches actives sur Internet, qui écoutent et qui lisent à gauche et à droite, et ceux qui, hors de tout bon sens, acceptent sans réfléchir la version médiatique. Il y a ce clivage-là. Et c'est comme si maintenant, quand on discute avec des gens de notre famille, c'est comme si on parlait des langages différents. On est vraiment dans deux mondes séparés complètement. On n'a pas les mêmes faits. Et même si on arrive avec les faits, on arrive avec des chiffres, on montre des statistiques, etc., ils ne veulent rien savoir. Et toi, en plus, des fois, tu fais des émissions où, évidemment, tu fais comme moi, tu cites les sources, mais des fois, tu t'amuses à prendre que des articles de presse, de médias mainstream, hein, mais seulement tu fais les liens entre eux
et tu fais traiter de C'est complotiste. ça, ben c'est ce que j'ai fait depuis le début de la pandémie. Depuis le mois d'avril, ce que j'ai fait, afin d'éviter de me faire critiquer, c'est que j'ai seulement pris des publications officielles, des publications des journaux médicaux ou juste des coupures de journaux. C'est-à-dire que quand on regarde une nouvelle ici au Québec, ça n'a pas vraiment de sens, mais quand on l'associe avec des nouvelles comme aux États-Unis, en Angleterre, en France, en Allemagne, là, on voit des tendances. Et c'est ce que les médias nous empêchent de faire. Ils compartimentalisent l'information et nous empêchent de faire des liens. Alors, nous autres, notre travail à Radio-Québec, ça a été de faire, bien avec toi aussi, c'est ça, c'est permettre aux gens de faire des liens et de comprendre ce qui se passe. Et pour ça, on est complotiste. En utilisant seulement, j'utilise seulement des sources journalistiques, c'est-à-dire des médias, le New York Times. C'est quand le New York Times dit que 90% des tests sont potentiellement des faux positifs, c'est pas moi qui l'invente, mais là, tu te fais traiter de complotiste, de répandre de la désinformation sur la COVID, alors que c'est seulement des sources médiatiques. C'est ça qui est paradoxal. Et moi, je me suis fait censurer une émission de YouTube, sur YouTube, uniquement, j'avais mis uniquement des sources du CDC américain et de l'OMS, Ah, c'est mais ça. pas de 2020, des autres années. Mais on m'a dit que non, il fallait suivre les directives de l'OMS. Je dis, ben, c'est ce que j'ai fait dans mon émission. C'est ça. Évidemment, plus de réponse, plus rien du tout. Juste pour leur montrer que ils savent rien, parce que évidemment, on Ouais. a affaire à des gens qui croient tout savoir. Tu te rends compte qu'ici en France, on a fait le procès d'un médicament qui existe, qui est vendu depuis plus de 70 ans pour la chloroquine, 40 ans pour l'hydroxychloroquine, qui était en vente libre, hein, jusqu'au 12 janvier, où des milliards de gens en ont pris, hein, enfin des milliards de gélules, bien sûr, et parce qu'on voulait des tests, des tests, des tests. Eux soignaient, guérissaient, ils se sont fait massacrer, ces docteurs, parce qu'ils ont soigné, guéri. Les autres qui avaient des taux de mortalité beaucoup plus élevés, mais qui suivaient bêtement les directives du gouvernement sur le paracétamol, entre guillemets, aucune étude n'a jamais été faite sur le paracétamol, eux, c'était des dieux vivants. Et là, il y a un vaccin qui sort, nouveau, une thérapie génique, qui n'a jamais été utilisée. On a juste les publications des Ouais. fabricants et on dit ça, c'est bien. C'est ça. C'est une affaire de gros sous. On s'est rendu compte, hein, cette année, ça, c'est une autre révélation de 2020, c'est-à-dire le pouvoir de Big Pharma, hein, complexe médiatico-médical, comme je l'ai appelé dans certaines de mes publications. On a toujours su que le nouvel ordre mondial, que l'État profond contrôlait les politiciens, des journalistes, que les agences de renseignement étaient un peu là-dedans. Les médecins avaient été épargnés. Eh bien, là, dans cette pandémie, on s'est rendu compte justement de toute cette aile médicale, hein, qui participe au plan. Et que ce qu'on appelle le nouvel ordre mondial, ce qu'eux autres appellent le grand reset, etc., allait nécessairement devoir passer par le médical et non pas par le militaire, comme on aurait pu le croire. Parce que le médical génère le consentement de la population. Le médical va générer la peur du virus, va produire le consentement de la population, le consentement social. On a vu dans cette crise même que le militaire et que le judiciaire étaient subordonnés au médical. C'est-à-dire que le médical a pris complètement les rênes du pouvoir, de tout l'appareil étatique et de l'appareil, les trois pouvoirs sont maintenant, il y a comme l'exécutif, le judiciaire, le législatif, mais il y a comme un pouvoir au-dessus de ça, on dirait que c'est le pouvoir médical. c'est comme le premier, le pouvoir médical est comme a supplanté tous les autres pouvoirs et a réussi à subordonner toute l'appareil étatique. Et Alors, pire, on a vu apparaître un phénomène nouveau, c'est la fraude à grande ampleur grâce aux revues scientifiques. Tu vois, la fameuse revue scientifique The Lancet qui publie une étude sur 96 000 cas, alors à une époque au mois de mai où tout le monde avait du mal à trouver des cas justement pour faire des tests sur les vaccins, sur tutti quanti, eux sortent du jour au lendemain, comme ça, une étude sur 96 000 cas sur tous les continents du monde entier, fait par une société où il y avait 4 personnes. ça a été finalement, c'était une fraude, tout ça, hein. Ils se sont rétractés, c'est ça. Oui, c'est ça. Ils se sont rétractés, mais avant qu'ils se soient rétractés, l'OMS a interdit l'hydroxychloroquine, plein de gouvernements interdit l'hydroxychloroquine. Et ensuite, ils se sont rétractés, mais ils ont oublié d'autoriser de nouveau l'hydroxychloroquine. Tu vois, c'est ça C'est qui est ça, fou, ouais. hein. Et surtout, il n'y Ouais. a aucune poursuite judiciaire. J'espère que Rainer Fulmich, l'avocat allemand, va poursuivre The Lancet et les auteurs pour savoir qui les a commandités, qui se cachait derrière, qui les Ouais. payait. Ouais, mais moi, j'ai l'impression que les poursuites judiciaires vont venir un jour.
Mmh. Je garde espoir là-dessus, c'est-à-dire qu'éventuellement, les populations vont sortir de leur état de somnolence et vont se poser des questions sur ce qui s'est passé en 2020. Et là, quand on va comprendre que ce qu'ont fait les gouvernements avec nos aînés, avec les personnes âgées, avec nos enfants, avec nos économies, avec nos entreprises, etc., et que tout ça n'était basé sur rien, il y a des gens qui vont être très, 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 très fâchés. Et j'ai l'impression que c'est une fuite par en avant. J'ai l'impression que tout ça n'est possible que si Joe Biden gagne. Je ne sais pas si tu comprends. C'est-à-dire que le grand reset, tout ça, n'est possible que si Joe Biden accède à la présidence et que les mondialistes reprennent le contrôle, reviennent aux commandes de l'avion américain et, pour piloter toute cette entreprise-là. Mais que si Trump, lui, réussit son coup de force et je veux dire, à se maintenir au pouvoir, renverser l'élection, tout ça va s'effondrer. Leur pouvoir va s'effondrer et c'est là qu'on va pouvoir assister à un renversement complet de la situation dans le monde, y compris pour le COVID, hein. Je l'ai déjà dit, on est à la croisée des chemins, c'est-à-dire que si Joe Biden rentre, c'est le grand reset et l'enfer je veux dire, du Mmh. communisme 2.0. Si Trump gagne, ben on conserve nos traditions, la famille, etc. Je veux dire, nos frontières nationales, c'est le contraire du nouvel ordre mondial. Heureusement que tu es là, hein, je tiens à te remercier pour avoir, des infos, fraîches, des États-Unis, parce que évidemment, tu t'en doutes, hein, en France, être pro-Trump, c'est une insulte en France, hein, je ne sais pas C'est la même si chose ici, c'est la même chose ah ici. Moi, ah j'ai OK. perdu toute ma famille, moi. Ah bon? Toute la famille. Eh Mon ben, père, ma mère, mes sœurs. la vache, Ouais, c'est ça, ouais. c'est fou ça. Mais Ouais. ils reviendront un jour, C'est Alexis, ce quand que je ils me dis, c'est comprendront. ce que je me dis, ouais. Ils vont revenir. Mais et donc ici, c'est vraiment une insulte, c'est quasiment comme si tu étais un débile, quoi, hein. Ouais. Et il donne c'est là que je dis aux gens: «Mais observez, quoi, et observez quand même ce qui se passe aux États-Unis. Vous pensez vraiment que c'est un pays de demeuré?» Parce que Trump n'a pas volé les élections, hein. Trump les a largement, largement gagnées, ce qui a fait qu'ils ont été tellement étonnés de ce surplus de voix pour Trump qu'ils ont été obligés de mettre, la surmultiplier pour, la triche, la fraude. C'est Et puis ça. grâce aux médias, grâce aux réseaux sociaux qui sont tous évidemment mondialistes, et ben voilà, ils vont réussir ou pas. Toi, je sais que tu as énormément de pression parce que plein de gens attendent tes émissions avec impatience, les bonnes nouvelles d'Alexis, des bonnes nouvelles d'Alexis, mais toi, ça doit te générer une sacrée pression, ça. Oui, j'ai énormément de pression. Oui, oui. C'est, quand il y a, chaque fois qu'il y a comme l'apparence d'un revers, je suis inondé de courriels et de personnes. Rassure-nous, on a besoin d'un web journal ce soir, etc. Et, mais le truc, c'est que ça fait 3 ans que j'explique exactement la façon dont Trump opère. Et Trump opère toujours par la tromperie. Il donne toujours l'impression à l'adversaire qu'il a gagné, mais en fait, c'est lui qui remporte le dernier round. Ça a toujours été ça, ça a toujours été ça. Toujours le contraire de ce que les médias disent. Tu te rappelles, il y a 1 an de ça, on était en plein impeachment et c'était terminé. Tout le monde disait que c'était la fin de Donald Trump. Combien de fois les médias ont prédit, les experts sont arrivés sur les panels de télévision pour dire que c'était la fin de Donald Trump et il s'en sort toujours à la 11e heure. Il a publié une photo de lui plus tôt cette année. C'était sa tête sur le corps de Rocky Balboa. Tu sais, le Rocky 2, le film. Rocky 2, c'est 14 rounds où est-ce que Rocky se fait rentrer dans les câbles, il est en train de perdre, et il revient au 15e round. Ça, c'est Donald Trump. Il revient, il donne toujours, ça va dans le sens de Sun Tzu lors de la guerre, c'est-à-dire qu'il donne toujours l'impression à l'adversaire que l'adversaire est sous contrôle, mais c'est lui qui garde le contrôle en sous-main et il revient à la fin pour l'emporter. Donc, il ne s'est rien passé avec cette histoire d'impeachment. Et c'est la même chose avec je veux dire, il jouait au golf le lendemain de l'élection. À partir du moment où est-ce que les démocrates avaient fraudé cette nuit-là, c'était joué. Et l'étau ne va que se resserrer sur les démocrates. Joe Biden, qui est sous enquête, son fils est sous enquête pour avoir reçu de l'argent des Chinois. Joe Biden, qui est une menace à la sécurité nationale. Joe Biden, qui est compromis, qui est acheté, qui est une personne qui ne parce que les gens ont pas, souvent les gens qui me posent des questions n'ont pas nécessairement conscience de l'ensemble des dispositifs de l'État sécuritaire américain, des forces armées, etc., de la raison d'État, et qu'une personne aussi compromise que Joe Biden n'accédera jamais au pouvoir. Les patriotes qui sont présentement au pouvoir
c'est surtout des militaires autour de Trump, n'accepteront jamais de céder le pays à quelqu'un comme Biden, qui a été littéralement, qui est une menace à la sécurité nationale, qui a été acheté par la Chine. C'est comme si en France, on avait, je veux dire, quelqu'un qui avait pris de l'argent de je ne sais pas quelle puissance, un politicien acheté et que ça a démontré, que ça avait été démontré qu'il avait été acheté, qui allait accéder à la présidence. Personne n'accepterait jamais ça. Vous comprenez? Il y a des lois d'ailleurs qui l'interdisent. Et en plus, il y a eu la fraude. La fraude a été massivement prouvée. Ils ont toutes les preuves de la fraude. Ils ont les serveurs. Ça n'arrivera jamais. Il faut juste être patient et comprendre le jeu de Trump, où est-ce qu'il appâte l'adversaire. J'ai récemment montré une vidéo de lui, il y a 20 ans, en entrevue avec Charlie Rose, où est-ce qu'il dit essentiellement la stratégie qu'il applique présentement. Il dit, pour savoir qui est fiable, à qui je peux faire confiance, je voudrais, une fois dans ma vie, faire exprès, je veux dire, tout perdre pour savoir qui est réellement avec moi. Tu sais, comme faire une opération où est-ce que tu fais semblant de tout perdre pour savoir qui reste fidèle, qui te plante des coups de couteau dans le dos, alors que sans ce genre d'opération-là, on ne peut pas le savoir. Qui est corrompu, etc. Et là, on a vu des gouverneurs républicains, des juges, qu'on croyait fiables, des sénateurs qu'on croyait fiables, se retourner contre le président. Mais ça, c'est une stratégie délibérée. Il ne fait qu'opérer comme ça depuis 3 ans. Radio-Québec, ça fait 3 ans qu'on montre exactement ce modus operandi du président, où est-ce qu'il donne de la corde à ses adversaires, il les laisse croire qu'ils sont en contrôle, et puis à la fin, clac, il revient et c'est ce qui va se passer lors de cette élection. Mais il y en a aussi qui disent que Biden serait qu'une simple marionnette, qu'il est là pour sauter, pour laisser la place à Kamala Harris. Qu'est-ce que tu en Oui, oui, c'est ça. Moi, j'ai longtemps pensé que c'était Michelle Obama. Elle a été en campagne pendant 1 an, Michelle Obama. Je veux dire, alors que Joe était le candidat le plus faible. La faiblesse de Joe Biden rend difficile la fraude électorale, c'est-à-dire qu'il était tellement faible comme candidat que le total de votes qui a été nécessaire de lui donner pour voler l'élection est incroyable, invraisemblable. Pour un candidat qui n'a pas fait, qui était vieux, qui marchait ses mots, qui n'avait pas vraiment de politique, qui n'a pas fait campagne, qui était caché dans son sous-sol, d'avoir eu plus de votes que Barack Obama, alors que c'était la folie avec Obama, ça rend ça invraisemblable. Et donc, je n'ai jamais cru que Joe Biden c'est un candidat tellement faible que Mais oui, c'est ça, c'est un candidat, comme tu dis, qui est remplaçable. C'est sa fonction première et qu'il est remplaçable. Et je ne crois pas que c'est Kamala Harris. Kamala Harris, c'est une inconnue. C'est rien du tout, Kamala Harris. Ce n'est pas une politicienne ni aimée, ni bien connue. C'est une kidam. Elle pourrait le remplacer pour l'instant, mais je ne pense pas que ce soit le plan A. Kamala Harris, c'est un plan B, un plan C, mais pas un plan A. Alors toi, tu es aussi souvent associé en France avec le réseau QAnon. Et donc là, évidemment, c'est les théories du complot, c'est l'extrême droite. D'où vient cette idée d'associer Q à des théories d'extrême droite? Parce que chez nous, l'extrême droite, on ne l'a pas entendu là pendant la pandémie. Oui, ben c'est un peu, je veux dire, c'est quiconque s'oppose, résiste aux mondialistes, reçoit toutes ces étiquettes, hein, extrême droite, etc., antisémite, whatever, pro-violence, menace à la sécurité nationale. Je pense que les Gilets jaunes ont tout eu ça il y a 2 ans. Hein, chemise brune, c'est la litanie habituelle. Ils sont dans l'incantation, comme on dit. Ils répètent des mantras, mais il y a pas. Si on lit les messages de Q, au contraire, c'est très, très fraternel. Q dit, c'est presque du multiculturalisme. Hein, il y a des gens qui n'aimeraient pas ça. Il y a tous unis pour la patrie. Il n'y a pas de. On a tous la couleur de notre sang est toute la même. Il n'y a pas de couleur chez les patriotes, tous ensemble. C'est les médias qui essaient de nous diviser en fonction de la race, de l'orientation sexuelle, du genre. Et donc, c'est un mouvement d'unification. Je vois pas du tout où est-ce qu'ils vont chercher leurs étiquettes d'extrême droite ou c'est la propagande médiatique. Et moi, j'ai vu une info, mais alors complètement étonnante. Et alors là, j'y comprends rien du tout. Des soldats chinois s'entraîneraient au Canada. C'est ça. Oui, c'est ça. Eh bien, c'est à l'image de Justin Trudeau qui n'a cessé depuis 2015,
qui n'a cessé de planter des coups de couteau dans le dos de Donald Trump dans la campagne de 2015-2016, la présidentielle de 2015-2016. Il invectivait Donald Trump. Lors du G7 en 2018, il lui a planté aussi un coup de couteau dans le dos. Alors qu'il y avait eu un consensus sur la déclaration, il était sorti. Trump avait quitté à bord d'Air Force One. Et là, Justin Trudeau était sorti en conférence de presse pour attaquer le président Trump. Le Trump a dit finalement, bon, on va se retirer de l'accord puisqu'on nous attaque comme ça. Donc, il ne cesse de miner la relation entre le Canada et les États-Unis, d'attaquer Donald Trump. Trudeau, c'est un mondialiste. C'est parmi les pires, hein, avec Merkel. Et donc, le paradoxe là-dedans, c'est que normalement, le Canada est le plus grand allié des États-Unis. On a une frontière, je pense que c'est la plus grande frontière non protégée sur Terre. On a une frontière commune, les échanges, notre économie dépend des États-Unis, on a des alliances militaires. Et là, c'est comme si en plein milieu de la guerre froide, parce qu'il y a une guerre froide entre les États-Unis et la Chine, c'est comme si en plein milieu de la guerre froide avec la Russie, avec l'URSS, eh bien, le Canada invitait des troupes russes à venir s'entraîner au Canada à quelques kilomètres de la frontière. Ça a le potentiel, normalement, ça aurait le potentiel de créer une deuxième crise des missiles de Cuba, parce que c'est exactement ça qui s'est passé lors de la crise des missiles de Cuba. Hein. Les Russes, il y avait des conseillers militaires à Cuba et finalement, les États-Unis suspectaient qu'il y avait peut-être aussi des missiles balistiques intercontinentaux et puis ça a créé la crise qu'on connaît. Ça a un potentiel comme ça, c'est-à-dire que c'est un acte de trahison. Et la presse, les médias chez vous, ils en parlent de ça? Presque pas. Ce sont les médias alternatifs comme Radio-Québec, comme Rebel News qui ont sorti l'histoire. Les médias, le Radio-Canada, la télévision d'État a presque caché l'histoire. Ils en ont parlé pour l'expliquer brièvement et puis ça ne fait pas du tout scandale. La presse est achetée ici. Trudeau, peu après son ascension au pouvoir, a donné 600 millions de dollars pour stimuler les médias, hein, les maintenir à flot. Ils lui sont reconnaissants. Chez nous, c'est pareil. Hein. En plus, ils appartiennent tous au grand patron du CAC 40, donc qui doivent tous des services aux C'est la grosses. même chose. C'est la même chose ici. C'est les milliardaires qui possèdent les médias, plus les médias gouvernementaux. Donc, on est, mis à part les milliardaires qui possèdent les médias, on est un peu comme en URSS, c'est-à-dire qu'ils ne survivent qu'à travers les subventions gouvernementales et donc ne mordront pas la main qui les nourrit. Mais toi, tu es très connu maintenant au Québec, parce que Québec, c'est combien d'habitants, le Québec? 8 millions, un peu comme la Suisse. Tu es très Millions. connu, tu dois embêter ces gens de médias quand même. Ah, ils nous ont fait la totale au mois d'octobre. Ah, j'ai été. Oui. Qu'est-ce que tu as fait? Je veux dire, à partir du moment où est-ce qu'ils nous ont bloqué les comptes Facebook et YouTube, c'est sorti dans tous les médias. Et je veux dire, j'ai été l'objet d'attaques ininterrompues depuis le mois d'avril. C'était presque à toutes les semaines à la radio, Alexis Cossette-Trudel, Radio-Québec, fausses nouvelles, théorie de la conspiration, etc. Il y a eu une émission spéciale à Radio-Canada sur le mouvement QAnon, où est-ce qu'on me donnait j'ai participé à l'émission afin de minimiser les dommages et ils nous ont fait la totale là, pour nous détruire, nous décrédibiliser. Maintenant, tout le monde au Québec, ça c'est le bon côté, tout le monde au Québec connaît le nom. Et après c'est quand on a raison par la suite, ils disent « Ah oui, il avait raison finalement. Hein? » Alors, ça a l'air d'être de la publicité négative, mais ça a le potentiel aussi de devenir de la publicité positive. Selon les événements. Toi aussi en France, hein, j'ai vu Le Monde qui a traité du sujet Silvano Trotta et ça a été l'objet de beaucoup d'attaques. Qu'est-ce qui s'est passé? Oh, tu sais, c'est toujours pareil. Hein, à partir du moment que tu commences un petit peu à devenir visible, hein, parce que moi, j'avais rien que sur Twitter, alors que franchement, je viens de Facebook et de YouTube comme toi, hein, rien que sur Twitter, le mois dernier, j'ai fait 95,3 millions de vues. Tu te rends compte? Wow. Quand tu vas sur les grands médias, sur leur compte Twitter, et tu regardes, alors tu vois, par exemple, Le Monde, 9 millions d'abonnés, et tu vois qu'ils ont 2-3 likes par article. Ils n'ont rien, c'est ça. Je disais avant, c'est qu'il y a vraiment maintenant deux genres de personnes. Ceux qui sont devant les médias, télé, radio, qui lisent la presse normale, et ceux qui sont sur Internet. Et ces deux personnes ne se rencontrent plus. Et eux, évidemment, ils ont la puissance, ils font 200 000, 300 000 vues quand ils sont à la télé. Nous, on en fait autant, voire plus, quand on fait des émissions. Mais eux, sur Internet, ils sont à zéro. Et nous, à la télé, on est zéro.
Mais donc, C'est comme ça. ils n'aiment pas ça, et que déjà en 2019, il y avait un sondage qui était sorti que plus de la moitié des Français ne faisaient pas confiance à ce que racontaient les médias officiels, je pense Mm. qu'aujourd'hui, ce ratio a encore augmenté. Là, ils se Ouais, disent, ben, c'est à cause des réseaux sociaux, quoi, hein. On ouais, entend c'est de ça. plus en plus de voix dire il faut surveiller, contrôler les réseaux Oui. sociaux. Donc, tu vois, on a été censuré. Moi, j'ai été censuré 30 jours de Facebook. Sur ma chaîne YouTube, je ne peux plus publier jusqu'au je ne sais plus quand, bientôt. Mais de toute façon, tu n'as plus le droit de rien dire sur YouTube, sinon tu es censuré. C'est ça. Les règles sont devenues drastiques. Donc, on a été sur Odyssey, mais là, il y a des problèmes de bande passante. Ils ne veulent pas trop investir. Donc, toi, j'ai vu que tu es parti sur Rumble. Rumble, c'est ça. Il y a beaucoup de grosses chaînes aux États-Unis qui sont allées sur Rumble. Les gens qui sont un petit peu sur ma ligne d'analyse, là, les actions du président Trump sont allés sur Rumble. J'ai vu. Donc, ça semble être quelque chose de solide. Si tu lis les articles, il y a beaucoup de personnes qui parlent de Rumble comme un compétiteur sérieux à YouTube. Il y a eu plusieurs articles qui ont été publiés là-dessus. Le truc, c'est qu'il faut, Rumble, il faut que tu payes. Donc, c'est un service. Il y a comme des frais. C'est pas très élevé, mais c'est professionnel. Ah Mais il n'y a ouais, pas de problème comme avec Odyssey. d'accord. Eh ben, écoute, j'irai voir. Et donc, à partir de là, ben, il faut qu'ils te détruisent, quoi. Et donc, C'est ça. voilà, j'ai eu le droit en février ou en mars à un blog sur Twitter, l'extracteur, qui me suicidait toutes mes anciennes émissions. Et en fait, ensuite, j'ai eu droit RTL, enfin les grandes chaînes de radio, les grandes chaînes France Info, la 2, qui m'ont tué. Et donc, j'ai fait des émissions pour les répliquer. Et ben, ces émissions ont été censurées. Et donc, c'est là que je me suis aperçu que je les gênais, quoi. Je me suis dit, mais pourquoi ils viennent voir un petit, tout petit YouTuber de rien du C'est tout? ça. Et en fait, c'est là que tu te rends compte qu'on a beaucoup plus d'impact Exact. que ça en a l'air. Et donc, il y a des gens qui disent, mais Sylvano, moi, je suis là grâce à eux, hein, parce que je ne te connaissais pas. Je me suis dit, tiens, je vais rigoler, puisqu'ils nous présentent comme des idiots, hein. Donc, je vais rigoler un peu, je vais aller l'écouter. Et j'ai vu que c'était pas si idiot ce que tu disais. Et donc, maintenant, depuis, je te suis. Donc, c'est toujours dangereux de censurer. Tu sais, c'est comme les American Doctors, hein, qui avaient fait une conférence de presse en disant Ouais. maintenant, il faut nous laisser traiter les gens. La vidéo, elle avait fait, je crois, elle devait être 6000 vues et tout le monde l'a censurée. Twitter, C'est Facebook. c'est 6 millions, tu veux dire. Ah, 6000. Ils l'ont censurée alors qu'elle avait fait 6000 vues. Et là, eux ont dit on a été censuré par Google, Twitter, Facebook. Tout le monde s'est dit oh punaise, c'est censuré, C'est c'est ça. qu'il y a quelque chose. Et là, en une journée, ça a fait 6 millions de vues. Le lendemain, c'était Ah, c'est 14 ça. millions de vues. C'était C'est ça. incroyable. Exact, c'est ça. Donc la censure, Ça s'appelle l'effet Streisand, ça. c'est ça. Quand tu interdis quelque chose, ça le rend très, très attrayant. Et donc, les gens vont voir. Ouais, C'est ça. C'est ouais. exactement ça, parce qu'on se dit, bah, on va apprendre des choses, il y a quelque chose. Pourquoi ils sont censurés? Et on n'a pas l'air si débiles, toi et moi. On peut faire des erreurs, hein. Tout le monde peut faire des erreurs, on peut se tromper, on ne fait pas. Exact. On en fait Mais, des erreurs, mais tu sais, les médias en font aussi. Tout le monde en fait des erreurs. et ben, on continue, et puis on va bien les embêter encore un petit peu longtemps, Alexis, hein. Hein. On n'a pas l'intention de lâcher, non, en effet. Et donc, au Canada, comment ça va se passer, là, les fêtes de Noël chez vous? Les rassemblements de famille sont interdits, là. On n'a pas le droit de se rassembler en famille, sauf la famille immédiate, évidemment. Ils ont procédé comme à l'habitude, c'est-à-dire ils ont dit au début, ouais, vous allez pouvoir vous célébrer pendant 4 jours, puis après ça, finalement, c'est tombé à 2 jours, et puis après, ils ont dit, ah non, non, il faut tout simplement annuler Noël. Donc, il n'y a pas, il y a pas, il y a pas de Noël. Il n'y a pas de Noël ici, c'est la première fois de l'histoire. Tout ça pour la grippe. Les hôpitaux ne sont pas, je veux dire, sont à surcapacité, mais ils sont à surcapacité à toutes les années, de toute façon, avec la grippe. À ce temps-ci de l'année, les hôpitaux débordent de toute façon. Mais cette année, voilà, ils invoquent la COVID pour empêcher les gens de se rassembler. Alors, il y a beaucoup de personnes qui Et les partent dans le gens sud. acceptent ça, l'annulation de Noël au Canada? Ben, il y a encore une fois, ça dépend qui on écoute, là. Il y a des gens qui trouvent ça indécent. Mais il y a des gens qui disent oui, c'est-à-dire que si on ne le fait pas, on va causer la mort. Il y a des gens qui ont ça dans la tête, c'est-à-dire que si on ne le fait pas, il faut être responsable. Tu vois, c'est ça, là. Si on ne le fait pas, si on pense juste à notre petit bien-être, on met la vie des autres en danger. C'est ça l'argument pernicieux dans tout ça. C'est fou. C'est-à-dire que tu le fais toujours pour les autres. Tu portes le Ouais, masque pour les autres et tu sais, ça a été bien pensé, tout ça, hein. ouais. Mais ça, c'est l'argument du faible, hein. D'habitude, celui qui dit
Oh non, non, moi je mets le masque, mais c'est pas pour moi, c'est pour protéger les autres. En fait, c'est un trouillard, quoi. C'est ça. Je connais personne qui porte le masque pour les autres, il le porte d'abord pour lui-même. Sauf évidemment si tu vas voir, tu vas dans un hôpital, tu es en contact avec des C'est ça. personnes malades, évidemment, pourquoi pas. Et donc toi, ça fait longtemps que je te vois sur Radio-Québec, là, tu prends pas de vacances, il faudrait que tu te reposes un peu quand même, hein. Ouais, ben je vais probablement prendre une semaine là, entre Noël et le jour de l'an. Je ne ferai pas d'émission. Je vais me la couler douce parce que oui, ça fait 3 ans que je n'ai pas pris de vacances, que je suis en continu dans l'information. J'ai perdu, je veux dire, ma vue a diminué beaucoup depuis ces 3 années. C'est peut-être l'âge, mais c'est aussi parce que je passe quelque chose comme 16 heures par jour devant un écran à fouiller l'information. Là, je vais peut-être, je veux dire, fermer Internet un peu, sortir de la zone Wi-Fi et passer du temps un petit peu plus tranquille, entre une semaine au moins, là. Hein. Et toi, comment ça se passe en France, Noël? Ah non, ils n'ont pas osé. Je pense que c'est trop. Noël est trop ancré en France. Tu sais, moi j'habite dans une petite ville où il y a eu le premier sapin de Noël en 1515. Bon, dans les Mhm. écritures, Ah on a ouais. retrouvé traces. Donc ça, je pense qu'ils n'ont pas osé. Par contre, on entend beaucoup, beaucoup de troisième confinement dès début janvier, de troisième vague dès début janvier. Ouais, ouais. Euh, Ils lisent dans leur boule de cristal, ils suivent leur plan, et tout ça va dépendre bien évidemment de ce qui va se passer aux États-Unis dans C'est ça. les prochaines semaines. Et je Exact. pense que ça va changer beaucoup de choses. On va être fixé dans un mois. Dans un mois, on va être fixé. Il y a pas de. On ne peut pas dépasser. C'est l'échéance absolue dans un mois. Ah, le 20 janvier, Ouais, c'est ça. voilà. On sera fixé là. Bon, il y a déjà une échéance capitale le 8, non? Attends. Le 6, mais encore une fois, c'est la journée où est-ce que le Congrès est censé authentifier les grands électeurs. Ouais. Mais encore une fois, ce n'est pas une date constitutionnelle. C'est-à-dire la seule date qui existe, qu'on trouve dans la Constitution des États-Unis, c'est le 20 janvier pour la sermentation d'un nouveau président. Si Trump est réélu, il est simplement reconduit dans ses fonctions. Il n'a pas besoin de nouvelle assermentation. Et donc, c'est la seule date qui tient, c'est le 20 janvier. Jusqu'à ce moment-là, tout est malléable, tout est modifiable par les tribunaux, c'est-à-dire tout est invalidable. Mhm. Les grands électeurs qui ont été nommés par certains États, qui ont été certifiés par certains États, peuvent être décertifiés par les tribunaux. Tu comprends? Tout est démontable jusqu'à la date du 20 janvier. Donc, tout est fluide jusqu'à la date du 20 janvier, contrairement à ce que les médias essaient de faire croire. On nous dit Biden est le nouveau président des États-Unis, alors que ce n'est pas du tout le cas. Trump n'a pas concédé et je veux dire, a toutes les preuves de la fraude électronique de son côté. Alors, il n'a pas encore, là, il commence à déposer à la Cour suprême, mais Par contre, raconte-nous cette histoire-là. Le président du Conseil suprême là, serait impliqué dans l'affaire Epstein? le juge en chef de la Cour suprême des États-Unis, John Roberts, oui, on retrouve son nom dans le flight log de Jeffrey Epstein, c'est-à-dire dans le carnet de bord de l'avion de Jeffrey Epstein. Alors, plusieurs personnes se posaient la question dans les années précédentes, est-ce que c'est bien le même John Roberts? Est-ce que le nom qu'on trouve dans le carnet de vol, le carnet de bord de l'avion d'Epstein est le même? Est-ce que c'est la même personne? Et là, il y a Lynn Wood, l'avocat du président Trump, qui a reposé la question. Donc, est-ce bien vous? Pourriez-vous répondre à cette question-là? Tu sais, c'est depuis le jugement sur la poursuite du Texas qui avait été refusé par la Cour suprême. On sait que le juge Roberts a eu une influence décisive dans ce rejet. Et là, donc, il se fait attaquer. Et là, l'avocat de Trump dit est-ce bien vous? Pourriez-vous confirmer ou nier que c'est vous qui figure dans le carnet de bord? Mais il n'y a pas seulement ça. Il parle aussi d'un enregistrement téléphonique. Lynn Wood, l'avocat du président Trump, dit avoir entendu ou être en possession d'un enregistrement téléphonique entre John Roberts, le juge en chef de la Cour suprême, et un autre juge de la Cour suprême des États-Unis. Un enregistrement dans lequel John Roberts dirait je vais arrêter cet enfant de pute ou cet enfant de chienne, je vais l'empêcher de se faire réélire. Et donc, ce que ça montre, c'est que les tribunaux sont biaisés. Tu vois, il n'y a pas d'indépendance de la justice, il y a une motivation politique derrière ça. Donc, il y a eu beaucoup d'attaques sur le juge en chef de la Cour suprême, qui est censé être un républicain, qui est censé être un juge conservateur, qui a été nommé par un président républicain.
mais qui vote toujours contre Trump. Il vote toujours avec les démocrates. Donc, tu sais, c'est nécessairement une personne compromise. Et là, on le pointe du doigt. Il y a des photos aussi de lui qui circulent en Haïti avec Bill Clinton, je veux dire, une baignade avec Bill Clinton et les podestas, je pense. Donc, il est dans l'eau chaude, oui, et il va devoir s'expliquer. Mais ce n'est que le début. Hein. Tu sais qu'ils ont tellement d'informations sur la corruption au sein des institutions. Ils sont capables de faire tomber des gens facilement. Ça, c'était comme une première salve au juge Roberts. Ils sont capables de sortir bien pire. Oui, ça va être. On l'a vu avec Trump qui a remplacé quand même pas mal de pièces maîtresses, hein, que ce soit au Pentagone, que. Oui, c'est ça. Oui, c'est ça. Ben, c'est ça. Encore une fois, c'est ce que je disais, c'est-à-dire qu'il donne à l'État profond l'impression que l'État profond est aux commandes. L'ancien directeur du Pentagone, le chef de l'armée, le secrétaire à la Défense, Esper, c'était une personne, je ne dirais pas à coquiner, mais qui n'était pas un pro-Trump. Tu sais, c'était comme quelqu'un que l'État profond pouvait penser contrôler. Alors, il le laisse jusqu'à l'élection. Même chose avec Chris Krebs à la sécurité, le CISA, le Cyber Security Agency, qui surveillait l'élection, les trucs électroniques lors de l'élection. C'était des personnes, c'est un ancien de Microsoft, c'est pas un pro-Trump. Alors, il les laisse en place lors de l'élection. Dès que l'élection est terminée, pop, pop, il les remplace par des personnes près de lui. Et là commencent les opérations. Alors, il les a laissés, il a mis des personnes en place pour que l'État profond se sente en confiance pour opérer la fraude dont Trump avait besoin pour mener ses opérations, arrêter les personnes corrompues, les identifier. C'est comme si je l'ai déjà expliqué dans les webjournaux, tu veux laisser les voleurs pénétrer dans la banque, ouvrir le coffre, mettre la main sur l'argent. Et là, quand tu as tout sur vidéo, c'est là que tu les arrêtes. Tu ne veux pas les arrêter à la porte de la banque. Tu veux les arrêter après avec la main dans le sac. Et c'est ça que Trump a fait. Donc, ce que les gens doivent comprendre, c'est que pour les arrêter la main dans le sac, il faut les laisser rentrer, il faut les laisser commettre le crime. Et donc, c'est ça qui est dangereux, c'est ça que les gens ne comprennent pas, c'est-à-dire qu'il faut que le président accepte de perdre, je veux dire de gagner, mais de se faire voler l'élection pour après pouvoir les arrêter. Sinon, s'il ne les laisse pas voler l'élection, s'il les empêche de voler l'élection, les voleurs sont, je veux dire, sont au large. Et ils peuvent recommencer en 2024, 2028, 2032, etc. Si tu veux régler le problème électoral une fois pour toutes, tu dois les laisser commettre le crime, les arrêter, montrer à l'ensemble de la population comment ils opèrent, quelles sont les failles du système pour pouvoir les corriger. Et c'est ça l'opération qu'on voit présentement. C'est un dérapage contrôlé. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Je le disais aussi dans une émissions. S'il avait dit avant qu'il y avait triche, il y aurait eu les Black Lives Matter, là, les gangs partout dans la rue qui auraient tout détruit et il y aurait eu une guerre civile et obligé de les laisser tricher, montrer les preuves, exposer les preuves à l'ensemble du peuple américain et au monde entier, Ouais, c'est ça. Pour ensuite les arrêter. Ça, je suis tout à fait, mais bien sûr, c'est en phase avec. Ça a été, et donc, l'opération a été planifiée à l'avance. Elle a été planifiée au moins 2 ans à l'avance parce qu'il a signé des ordres exécutifs pour exactement l'ordre exécutif sur l'ingérence étrangère lors des élections américaines en 2018. Donc, tout ce qu'on voit présentement a été planifié de longue date. Et c'est pas du tout, tu sais, des fois, il donne l'impression de ne pas savoir où aller. Il y a comme le brouillard de la guerre, mais ça c'est l'impression qu'il donne. Les choses sont bien rodées et ont été planifiées longtemps à l'avance. Alexis, on se dit à bientôt. On en refait une autre, oui. Hein? On en refait une autre à un moment donné. À Ben bientôt. oui, avec Trump élu pour un peu quand même Oui, on en reparlera. faire un petit. En France, on dit cocorico, je ne sais pas comment on dit au Québec. Un tour de piste, un victory lap, oui. Victory lap. Ouais, On va faire ça. Il y a ouais. aussi de temps en temps que on reçoit. Donc d'ici Ouais. là, repose-toi bien, prends un peu de Ouais, vacances, souffle un peu, tu as raison, déconnecte pendant une semaine, profites-en c'est avec ça. ton fils, ça va faire du bien. Parfait. Et bonne année à tout le monde. Et bonne année à tout le monde. À l'année prochaine, Alexis. Ciao, ciao. Salut, à l'année prochaine.